On va donc maintenant passer à l'intervention suivante avec Frédéric Vergniaud. Frédéric Vergniaud est chargé de mission du pôle Séraphin PH à la direction des établissements sociaux et médico-sociaux à la CNSA. Et donc, vous avez compris, je pense, quel sera l'objet de son intervention. Frédéric Vergniaud, nous vous écoutons. Merci pour cette invitation et bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais essayer d'être aussi performant que mes prédécesseurs sur effectivement toutes ces informations très denses et qui pourtant étaient effectivement très claires jusqu'à présent sur des enjeux importants. Donc sur Séraphin PH, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement je vous présente succinctement le cadre de ce projet, effectivement comment il a été construit dans ces différentes phases, nous arrêter ensemble sur ces actualités, donc ce qui a été réalisé en particulier en 2020 et ce qu'on est en train de réaliser effectivement en ce premier semestre 2021. Et j'ai bien noté qu'il fallait que je m'arrête plus particulièrement sur le lien eu égard aux précédentes interventions entre ce projet et le principe de l'autodétermination qui effectivement est notre ligne de conduite sur l'ensemble des politiques publiques en faveur des personnes en situation de handicap et du coup faire aussi un focus un peu sur ce fameux droit personnalisé à prestation qui pourrait constituer effectivement une partie de ce modèle. Concernant voilà, là vous voyez apparaître du coup l'ordre du jour de ma présentation. Donc le cadrage général du projet est le suivant. Donc son périmètre, c'est bien tous les établissements et services médico-sociaux du champ du handicap qui accompagnent des personnes qui du coup bénéficient d'une orientation par une MDPH. Donc, ne sont pas concernés, par exemple, les CAMP, les CMPP, les BAPU, mais aussi le secteur de l'aide à domicile. Donc, c'est un périmètre qui est un peu restreint et qui concerne malgré tout déjà 12 000 ESMS environ, presque 500 000 places, tant pour des enfants et des adolescents en situation de handicap que pour des adultes, et avec une compétence partagée État et conseils départementaux pour un budget global d'environ 16 milliards d'euros. Comme l'indiquait ce matin Monsieur Pommier, effectivement, les objectifs de la réforme reposent sur des rapports que je salue aussi d'ailleurs, puisqu'ils sont toujours d'actualité. C'est les rapports Vachey-Janet de 2012 et 2013 et qui ont été particulièrement visionnaires dans la mesure où ils ont indiqué que les objectifs de la réforme, c'était finalement un peu les objectifs de toutes nos politiques publiques en matière de handicap, c'est-à-dire faire en sorte que l'allocation des ressources de ces ESMS soit équitable, en effectivement ne fondant plus les financements que sur la base des ESMS, c'est-à-dire de leur catégorie juridique, ni sur des déficiences ou troubles des personnes qui y sont accompagnées, mais bien sur ce lien effectivement entre des besoins et des prestations pour y répondre. Ça met fin là effectivement à des dotations historiques et ça veut dire pour nous tout simplement d'objectiver un maximum le financement des ESMS sur la base de ces différentes caractéristiques, etc. Donc, le deuxième objectif, c'est que ces processus soient compréhensibles et lisibles, sinon simples, puisqu'effectivement, c'est une réforme qui a vocation, malgré tout, sans produire une usine à gaz, puisque c'est précisément ce sur quoi on travaille pour ne pas aboutir à ça. Malgré tout, ce sera toujours plus complexe qu'une DRL reconduite d'année en année avec un taux d'actualisation nécessairement. Mais on s'attache à ce que le processus et la réforme en elle-même soient compréhensibles et lisibles pour tous, y compris pour les principales personnes concernées, accompagnées dans les ESMS. Pour nous, c'est un vrai challenge et on essaye de le conduire de manière pragmatique. Et ensuite, troisième objectif, là, ça a été très longuement déjà discuté depuis le début de cette journée. Mais c'est un objectif en tant que tel de la réforme Séraphin, c'est bien de pouvoir effectivement soutenir, favoriser des parcours de vie sans rupture. Alors, nous, on parle de soutenir la transformation de l'offre d'accompagnement parce que c'est un terme générique qu'effectivement on peut discuter, mais c'est bien cette idée effectivement d'évolution de nos politiques publiques
qui sont en cours et qui nécessitent pour le projet Séraphin de s'adapter continuellement. Tout ce que je vous propose, tout ce que je vous présente aujourd'hui, en fait, émane d'une comitologie de projet, donc d'un principe qui pour nous est très important de co-construction. Il n'y a absolument rien qui émane de l'équipe Séraphin en tant que telle. Mais la méthodologie, donc la suivante, il est quand même ce projet copiloté par la DGCS. Alors, il y a un directeur ou une directrice de projet qui est du coup pilote le projet à la DGCS au même titre que d'ailleurs désormais la transformation de l'offre d'accompagnement. Et à la CNSA, nous sommes une équipe constituée d'environ 4,5 ETP et on fait appel aussi à des vacations, notamment justement précisément de personnes qui nous aident à transcrire nos documents et à intervenir en facile à lire et à comprendre. Bon. Ce projet, comme indiqué, il est co-construit. Le cœur de réacteur de notre comitologie de projet, c'est le groupe technique national qui est composé des représentants que vous voyez là affichés, dont la FEAP par exemple, mais aussi, voilà, vous voyez un certain nombre de fédérations et organismes gestionnaires, les services d'aide à domicile eux-mêmes, bien qu'ils ne soient pas dans la réforme Séraphin pour justement nous assurer de faire le lien avec leur propre réforme, les éléments qui les intéressent aussi au titre justement de ces évolutions. Les autorités de tarification, MDPH, Agence nationale de l'État, le HESP aussi et services de l'État. Donc, il se réunit environ une fois tous les 2 mois, ce groupe technique national. Et de ce groupe technique émanent des groupes de travail, qu'on appelle aussi parfois groupes techniques, qui travaillent justement sur les différents chantiers du projet, il y a un certain nombre de ces chantiers qui sont travaillés dans ce cadre-là et qui sont validés ensuite par l'instance groupe technique national. Il y a aussi le soutien d'un comité scientifique qui nous permet de nous assurer que tout ça. Et puis, nous avons bien sûr un programme de travail qui est validé là, souvent chaque année ou tous les 18 mois. Là, c'est un peu plus resserré depuis quelques temps, par un comité stratégique qui est donc présidé par la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées et qui valide et les travaux qui ont été conduits l'année précédente et la feuille de route pour les travaux à venir de l'année suivante. Donc, le calendrier de ce projet de réforme, il est en 3 phases. Donc, ça aussi, c'est des phases qui avaient été, qui émanent des rapports Vacher-Janet. Donc, la première phase consiste à outiller le projet en réalisant justement les nomenclatures des besoins et des prestations et en les vérifiant dans le cadre des études médico-économiques qui ont été menées jusqu'à présent. Cette phase est toujours en cours parce que c'est une phase qui nécessite là pour le coup une méthode très robuste en lien avec l'ATIH pour permettre avec l'aide des volontaires, des ESMS volontaires pour participer à ces enquêtes et études médico-économiques, de pouvoir avoir une meilleure connaissance tout simplement de la structuration de leurs coûts eu égard à ces nomenclatures des besoins et des prestations. La deuxième phase du projet consiste à construire le modèle de la tarification et celle-ci a débuté en avril 2018. Bien sûr, elle se poursuit. Et la troisième phase, qui est une phase en soi, sera de déployer le modèle de financement. Il est prévu que cette phase commence en 2024, actuellement au regard des derniers arbitrages. Donc, effectivement, un rapport, alors ça a été évoqué un peu par M. Sobrano, un rapport en novembre 2019 est paru sur des premières propositions sur des modalités de financement possibles. Le premier scénario qui consistait effectivement à avoir, peut-être que je le mets là, voilà, dans cette slide-là, le premier scénario qui consistait à financer des opérateurs sur la base d'un droit de tirage individuel, puisqu'à l'époque, on parlait bien de droit de tirage individuel à partir des caractéristiques des personnes, a été exclu par la ministre. Je ne m'arrêterai pas sur les motivations du fait que justement ce droit de tirage individuel généralisé n'a pas été retenu. Mais effectivement, il y avait des risques évoqués en termes de qualité de l'accompagnement, en termes de régulation de
de ces différentes prestations et voilà, la volonté aussi de pouvoir nous assurer qu'effectivement les métiers émergents, alors à l'époque il n'y avait pas encore effectivement le travail de Nexem et d'un certain nombre d'autres acteurs autour du développement des métiers comme les APV, etc. Mais néanmoins, il y avait déjà l'idée que des coordonnateurs de parcours ou des référents de parcours puissent, à l'occasion justement d'un financement plutôt basé sur les droits de tirage individuel, aider les personnes, justement, et c'était un prérequis, à pouvoir s'orienter vers l'offre la plus adaptée à leurs besoins. Le deuxième scénario, c'est de financer les ESMS voilà, via un budget qui est modulé et évolutif au regard des caractéristiques des personnes, mais aussi au regard des caractéristiques de l'ESMS. Par caractéristiques de l'ESMS, on entend notamment les modalités de fonctionnement, d'accompagnement. Donc, par exemple, justement, les modalités d'accueil en accueil de jour ou en internat ou au contraire de façon ambulatoire, etc. Mais pas exclusivement. Mais c'est pour vous donner quelques exemples. Et puis, le dernier scénario, qui est un scénario mixte, effectivement, part de la base du deuxième scénario et ajoute pour certaines prestations un financement via un droit de tirage. Donc, les arbitrages qui ont été rendus en 2019 sont les suivants. Un rappel que notre réforme s'inscrit bien sûr dans le cadre plus général de l'évolution de l'offre d'accompagnement, que les modèles de financement, du coup, doivent nous permettre de soutenir cette dynamique-là, et notamment la dynamique qui vous a été présentée plus tôt, de territorialisation un petit peu des accompagnements, d'une organisation nouvelle qui était émergente alors, puisqu'on ne parlait pas encore de communauté 360, mais il y avait déjà l'idée de travailler effectivement une organisation territorialisée qui renverse un petit peu, enfin en tout cas, effectivement, permet de réfléchir autrement les responsabilités de chacun autour des parcours des personnes, hein, chacun, c'est-à-dire les organismes gestionnaires, les autorités de tarification et de contrôle, les MDPH, etc. Et donc, il était bien sûr nécessaire que le projet de réforme de la tarification soit un outil de cette aussi nouvelle organisation territoriale. Ça a été rappelé et c'est d'ailleurs à ce titre-là que ce droit de tirage, qui d'ailleurs à cette occasion-là a été renommé droit personnalisé à prestation, il a été décidé qu'une note d'opportunité soit réalisée sur ce droit de tirage ou ce droit personnalisé à prestation eu égard à cette nouvelle organisation territoriale pour que, bien sûr, le mode de financement soit adapté à l'organisation et pas l'inverse, si j'ose dire. Donc, concernant les nomenclatures en tant que telles et le développement de leurs usages qualitatifs, c'est-à-dire hors modèle tarifaire pour le coup, il nous a été demandé aussi d'instruire ce sujet-là, partant du principe qu'effectivement un certain nombre d'acteurs s'étaient emparés de ces nomenclatures pour, dans des cadres très divers et variés d'ailleurs, mais souvent via les projets personnalisés d'accompagnement, via la mise à jour de leurs documents de la loi 2002, etc. Donc, il a fallu que l'on réalise une étude sur le sujet et qu'on aboutisse à un guide qui a été publié en novembre dernier sur ces usages qualitatifs. Donc, la participation des personnes, je ne m'y arrêterai pas, mais pour nous, c'est un chantier à part entière et qui pour le coup, nous oblige beaucoup pour justement nous assurer que ce projet de réforme soit compréhensible et connu de tous et permette aussi leur participation. Et puis, voilà, il y avait dans le calendrier du projet le souhait par la secrétaire d'État de pouvoir aboutir à des premières expérimentations de toute ou partie du modèle à partir de 2021. Donc, finalement, ce sera 2022, mais effectivement, dès cette année, on construit cette expérimentation. Donc, concernant les travaux 2020, je m'arrêtais pas très longuement sur les exploitations de données parce que c'est peut-être pas l'enjeu ensemble aujourd'hui, c'est assez technique, mais c'est pour vous représenter schématiquement comment on est en mesure d'exploiter ces données issues des enquêtes nationales de coûts. Ensuite, les travaux relatifs au modèle de financement, les outils de communication, je ne vais pas m'y arrêter non plus, mais comme ça, vous aurez les slides et vous pourrez vous y référer en tant que de besoin. Et puis, on s'arrêtera aussi un petit peu sur les usages qualitatifs de ces nomenclatures.
Donc, concernant les ENC, donc ça, c'est des enquêtes qui sont issues, du coup, pour rappel, hein, de cette première phase qui vise à constater, à mieux connaître, du coup, la répartition des coûts pour les ESMS qui participent de ces études. Elle nécessite un temps de traitement, d'analyse qui est assez conséquent, puisque lorsqu'on réalise une étude en 2018, on parvient, là on est bientôt, oui voilà, au premier trimestre 2021, à des données consolidées 2 ans, 2 ans et demi plus tard. Donc c'est un travail qui est assez conséquent et qui nécessite du coup des traitements exploratoires qui émanent à la fois des données et qui sont retravaillés ensuite à dire d'experts dans le cadre de nos groupes de travail. Donc ça nous permet déjà d'avoir des premiers éléments qui nous permettent d'orienter un petit peu malgré tout le modèle. On voit qu'on commence à avoir des premières données sur la question de l'autonomie au sens de Séraphin, c'est-à-dire les actes de la vie quotidienne, des liens qu'on peut réaliser entre les données de santé et puis les soins qui sont réalisés. Bon, sur la participation sociale, c'est moins vrai à l'heure actuelle et c'est aussi ce pourquoi on a besoin de réaliser des études complémentaires via notamment l'expérimentation 2022. Je m'arrête du coup sur les travaux du modèle de financement tout de suite, puisque effectivement ont été évoqués déjà des termes qu'on emploie dans nos groupes de travail Séraphin. Effectivement, jusqu'à présent, il y a ces compartiments de modèles de financement que vous voyez apparaître là de manière très schématique à l'écran. Un compartiment socle qui serait du coup à ce stade des travaux qui reposerait sur l'ensemble des prestations indirectes, c'est-à-dire les prestations gérées, coopérées, managées et toutes les fonctions logistiques des ESMS, et puis sur une base minimale de toutes les prestations directes ou d'une partie des prestations directes si effectivement certaines d'entre elles devaient être rattachées au droit personnalisé à prestation. Ensuite, sur la partie majoration, donc celle-ci dépend du niveau de complexité des situations des personnes accompagnées. Donc là, ça permet de revoir en fait le budget en infra-CEPOM. Hein, le socle, c'est bien tous les 5 ans. Et là, de manière, alors tous les ans ou tous les 2 ans, c'est pas encore acté. Mais il y aurait effectivement une partie du budget des ESMS qui lui repose sur des caractéristiques discriminantes en matière de coûts. C'est pas très joli, mais voilà, je suis désolé, on est sur une réforme de la tarification. Et donc, sur la base de ces caractéristiques discriminantes, il y aurait une variation du budget des ESMS de manière pluriannuelle. Voilà, concernant le financement à la qualité, là, c'est aussi un compartiment en soi qui est en train d'être travaillé pour qu'effectivement, il y ait sur la base de tarifs là aussi normés et définis au niveau national, bien qu'on commence à réfléchir à des alternatives possibles en termes peut-être de négociations plus locales, sur la base d'indicateurs cibles, voilà, des financements associés à ce processus ou à des résultats liés à cette démarche qualité. Bon, c'est vraiment en cours de construction, on y va de manière avec beaucoup d'humilité, en lien bien sûr avec nos partenaires que sont la HAS et dans le cadre d'un groupe de travail là aussi dédié pour nous aider. Nous, on part souvent d'une feuille blanche, hein, c'est notre méthode. On pose le cadre et puis ensuite on travaille en concertation pour être certain que ce qui émane de la discussion puisse faire au maximum consensus. Et puis ces financements complémentaires, ce sont donc des financements qui là pour le coup seraient laissés à la marge de manœuvre des autorités de tarification et de contrôle, partant du principe que tout le modèle ne prendrait pas en compte forcément toutes les caractéristiques territoriales qu'on peut observer, tous les besoins d'innovation particuliers qui peuvent être financés par ailleurs voilà, pour soutenir telle ou telle approche sur un territoire donné. Donc voilà, il y a cette marge de manœuvre qui sera laissée aux autorités de tarification et de contrôle, donc les ARS et les départements, pour notamment voilà, procéder à des appels à candidature, des appels à projets
sur la base de solutions innovantes, sur justement le renforcement peut-être de pratiques renforçant l'autodétermination, etc. Peut-être m'arrêter justement sur le principe d'autodétermination pour vous assurer que l'ensemble de ces compartiments de modèles ont vocation aussi à répondre, parce que l'objectif de fluidification des parcours a leur objectif d'autodétermination. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on estime que parce que cette part majorée des financements, elle tient compte des caractéristiques des personnes, elle doit s'assurer effectivement que les établissements et services médico-sociaux reçoivent ces dotations sur la base donc, du coup, de critères objectivés qui puissent leur permettre effectivement de répondre aux besoins des personnes. Alors, c'est de manière effectivement indirecte, mais les besoins des personnes, elles incluent au sens de Séraphin, d'ailleurs pour votre information, leurs aspirations, puisqu'on ne peut qualifier un besoin au sens de la nomenclature sans réfléchir à l'objectif qui est poursuivi par la personne. Et l'objectif qui est poursuivi par la personne, c'est elle-même qui le définit avec l'aide, quand c'est nécessaire, de son représentant légal, de ses aidants, etc. Mais donc, le besoin, alors on dit souvent demande et besoin, attente et besoin. Pour nous, besoin, c'est aussi les attentes, c'est aussi les aspirations, le projet de vie en tant que tel. On travaille aussi, je ne l'ai pas mentionné là, je mentionnerai ensuite un suivi de l'activité harmonisée de ces établissements et services médico-sociaux qui a vocation lui aussi à inciter des accompagnements aussi modulaires que nécessaires, à favoriser justement l'inclusion en proposant voilà, des unités harmonisées de suivi de l'activité qui permettent effectivement aux personnes d'exprimer pleinement leur choix, de pouvoir recourir à tel établissement et service, à tel dispositif, à telle plateforme, à telle profession libérale avec laquelle il faudra du coup conventionner effectivement le cas échéant, etc., etc. Dans le compartiment de financement à la qualité, on peut très bien aussi envisager de valoriser, par exemple, financièrement, les ESMS qui seraient inscrits dans une démarche qualité auprès des personnes accompagnées, en y intégrant bien sûr le principe de soutien à l'autodétermination. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important. Bien sûr, on y travaille actuellement, on a toujours ça encore une fois à l'esprit. Et puis, sur les financements complémentaires, ça, je vous l'ai déjà dit, mais du coup, il pourrait y avoir des projets innovants qui vont aussi dans ce sens-là. Je m'arrêterai ensuite sur les travaux 2021, sur le droit personnalisé à la prestation en tant que tel, puisque là, en 2020, nous n'y avons pas travaillé à proprement parler. Donc là, vous voyez sur ces slides l'ensemble des outils de communication qui ont été mis à jour en 2020, auxquels vous pouvez vous référer. Sur la slide suivante, de la même façon, vous avez ces outils de communication qui sont accessibles et notamment faciles à lire et à comprendre et que vous pouvez réutiliser en tant que de besoin auprès d'un public plus large, non professionnel, et notamment des personnes accompagnées et leurs aidants. Et puis, un petit focus sur quand même les usages qualitatifs des nomenclatures des besoins et des prestations, même si c'est un peu hors sujet par rapport au projet de réforme de la tarification en tant que tel. On s'est aperçu effectivement, comme j'indiquais tout à l'heure, que les nomenclatures faisaient l'objet d'usages spontanés, très intéressants, dans le cadre justement des évolutions en cours. Et donc, on a mené une étude qui a été menée entre fin 2020 et fin 2019 et début 2020. Ensuite, on a traité ces données-là dans le cadre d'un groupe de travail. On a rédigé un guide sur ces usages qualitatifs qui est paru en novembre dernier. Vous voyez là un petit peu la méthode, je ne vais pas m'y arrêter. Ce qui a été la volonté du groupe de travail, c'est de pouvoir rédiger un guide qui trouve le bon équilibre quelque part entre une approche suffisamment structurante pour vous permettre d'avoir des éléments un peu clés en main malgré tout sur ces usages qualitatifs et en même temps ne pas avoir une approche qui se veuille exhaustive ou normative sur ces usages, partant du principe qu'ils émanent bien d'une étude en tant que telle et qu'ils n'ont pas vocation à traduire tous les usages qui peuvent être développés par ailleurs. Ce qui a été à cette occasion-là vérifié, c'est qu'effectivement, ce sont bien les projets personnalisés et tous les outils qui en découlent, notamment les dossiers uniques de l'usager et informatisés, qui sont l'objet d'une attention particulière dans le cadre des usages des nomenclatures.
et qui permettent d'ailleurs à ce titre-là justement de pouvoir travailler avec les personnes à renforcer leur participation à l'expression de leurs projets, etc. Donc ça, c'est extrêmement riche pour nous comme information. Les projets d'établissement et services aussi, et tous les outils qui en découlent là également. Et puis des usages un peu plus indirects en matière de planification et de gouvernance, mais qui souvent schématiquement émanent des premiers usages, c'est-à-dire sous forme concentrique. On part souvent d'usages très directs qui ont vocation à soutenir le dialogue avec la personne, avec ses partenaires, etc. Voilà, en tant que les nomenclatures représentent effectivement ce langage universel et commun qui font désormais consensus. Et puis ensuite, en découle parfois des organisations territoriales par ailleurs. Donc pour nous, cet exercice va nous permettre de réaliser un kit pédagogique qui est en cours de réalisation et sur la base duquel un plan d'accompagnement des acteurs sera réalisé à très très grande échelle à partir de cet été, plus vraisemblablement de manière étendue à partir de 2022. Quand je dis à grande échelle, c'est qu'il devra intéresser de la personne en situation de handicap accompagnée, voire toute personne vulnérable qui souhaite effectivement intégrer ce langage-là et pouvoir l'utiliser dans le cadre de son projet, jusqu'aux acteurs institutionnels, donc vous voyez, et en passant bien sûr par les acteurs de l'accompagnement, y compris les acteurs de droit commun, etc. Donc pour nous, là, il y a une grosse ambition sur laquelle il faut encore que l'on travaille en matière de déploiement. En tout état de cause, ce kit, il est en cours de construction et je vous en dirai 2 mots juste après. Voilà, donc il y a aussi 2 guides qui sont consacrés aux nomenclatures auxquels je vous invite à vous référer. C'est donc ce guide descriptif qui a été mis à jour en décembre 2020, qui ne modifie pas la structuration des nomenclatures, qui est donc stabilisée et qui n'est pas amenée à évoluer depuis 2018, puisque voilà, on considère qu'effectivement elles font consensus et qu'il est important aussi maintenant d'assurer leur stabilité. Et puis, il y a ce guide de bonne pratique auquel je référais, auquel vous pouvez vous référer justement sur le lien que je vous ai indiqué. Alors, donc, après 2019, un an plus tard, nous avons eu un nouveau comité stratégique, le 8 décembre 2020, qui s'est tenu et donc qui a arbitré sur les différents éléments suivants. Je ne m'arrête pas sur la question de l'ENC 2018, puisque tout ça, c'est dans la dynamique que l'on connaît déjà, que je vous ai présenté très succinctement, mais d'analyse des coûts et en tirer des conclusions en matière de construction du modèle. Donc ça, on le poursuit. Ce qui est nouveau, c'est l'expérimentation que l'on doit conduire en 2022, qui sera donc une expérimentation à assez large échelle, puisqu'il est envisagé qu'au moins 10% des ESMS du périmètre Séraphin puissent participer de cette expérimentation en lien avec les autorités de tarification et de contrôle qui, là, du coup, sont beaucoup plus associées qu'elles ne l'étaient jusqu'à présent encore pour nous aider justement à constituer cet échantillon-là. Donc ça, c'est ce qui guide principalement nos travaux dans le cadre de ce premier semestre 2021. Ensuite, non pas en parallèle de ce travail-là, mais justement pour le nourrir, nous avons plusieurs groupes de travail. Et donc, je vais m'arrêter sur le droit personnalisé à la prestation. Et nous avons aussi un groupe de travail sur cette harmonisation du suivi de l'activité que j'ai indiqué et sur ce fameux compartiment de financement à la qualité. Ces groupes de travail ont vocation à aboutir à la fin du mois de juin pour nous permettre de pouvoir proposer, parce que il y a un temps d'instruction CNIL incompressible dans le cadre de ces études-là où on doit effectivement nécessairement avoir accès à des données des personnes, etc. Donc voilà, il y a un délai incompressible d'instruction par la CNIL de nos documents qui nécessite effectivement pour nous de conclure sur un certain nombre de sujets d'ici la fin du premier semestre. Ensuite, le deuxième semestre, lui, sera consacré, là, beaucoup plus techniquement, à la construction de l'équation tarifaire, de la grille de référence qui sera amenée effectivement à être expérimentée, etc. On poursuit donc du coup sur la réalisation du kit pédagogique. Je m'arrêterai ensuite s'il reste du temps, j'en suis pas certain.
Et puis sur la dernière slide, je voulais m'arrêter quand même sur cette participation des personnes aux différents chantiers, puisqu'on a deux méthodes qu'on mène en parallèle désormais, c'est-à-dire qu'on poursuit la collaboration avec des groupes d'autoreprésentants qui étaient déjà partie prenante du projet Séraphin. Et puis récemment, nous avons lancé un appel à la candidature pour constituer un groupe ad hoc qui, lui, aura vocation à traiter des différents sujets, des différents chantiers du projet, constitué là de personnes accompagnées, certes, mais aussi de représentants légaux, de leur famille en tant que de besoin, et qui permettront là aussi de nous apporter de la matière en matière de réflexion sur les différents chantiers. Je reviens à la slide d'avant pour m'arrêter sur le droit personnalisé à prestation. Puisque effectivement, dans le cadre de ce travail-là, nous avons un groupe de travail qui avait vocation du coup à réfléchir sur cette fameuse note d'opportunité qui a été demandée par la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Cette note d'opportunité a vocation à réfléchir dans le système de protection sociale que l'on connaît aujourd'hui, à justement l'opportunité de réaliser un droit personnalisé à prestation, eu égard au pré-modèle que je vous ai présenté et eu égard aussi à notre système allocatif par ailleurs, puisque vous le savez, dans le cadre, par exemple, de l'AEH, de la PCH, il est déjà question de bénéficier d'une allocation qui permette effectivement de pouvoir activer un certain nombre de prestations auprès d'acteurs de l'accompagnement, notamment des aides à domicile. Et donc, pour nous, il y a vraiment un objectif de cohérence, de ne pas rajouter une strate voilà, au millefeuille, ça a été évoqué ce matin, de bien réfléchir aux enjeux de ce droit personnalisé à la prestation, c'est-à-dire effectivement dans cette approche par le parcours que l'on a, réfléchir du parcours, de l'autodétermination, enfin tout ça pour moi participe du même objectif. Comment un droit personnalisé à la prestation effectivement peut soutenir ça, peut aller dans ce sens-là. Pour nous, par exemple, il s'agit de distinguer ce qui relève de l'autodétermination, de l'autofinancement quelque part. C'est-à-dire, est-ce que le modèle de tarification, c'est le seul moyen de favoriser l'autodétermination? Bien sûr que non. Il doit venir, encore une fois, en appui des pratiques existantes, venir valoriser effectivement le choix des personnes à choisir telle prestation, telle autre, à réaliser leur projet d'accompagnement et donc permettre aux établissements et à d'autres prestataires potentiellement, bien sûr, de pouvoir bénéficier des leviers de financement qui soient adaptés à la réponse aux besoins. Est-ce que ça doit passer par un droit à personnaliser la prestation? Pour nous, c'est encore une question qui est ouverte. Jusqu'à présent, on a identifié plusieurs clés de lecture de ce droit personnalisé à prestation pour être certain d'aboutir. On a abouti finalement à dire qu'un droit personnalisé à prestation, c'était bien une modalité de financement en tant que telle. Donc, ça rejoint le droit de tirage qui avait été proposé à la ministre. Mais par contre, à l'heure actuelle, on n'en identifie pas le périmètre, c'est-à-dire que c'est toujours en cours de travail, effectivement. On a réalisé cette première note d'opportunité qui a été adressée au secrétariat d'État. On a eu des premiers retours assez intéressants qu'on a pu soumettre au deuxième groupe de travail qui s'est réuni sur ce sujet. Et pour être tout à fait transparent avec vous, à ce groupe de travail-là et à notre groupe technique national, nous avons demandé, par le biais d'un questionnaire dédié, de leur renseigner pour aboutir à une grille d'analyse partagée, toujours sur le même principe de co-construction, autour de ces enjeux qui entourent le droit personnalisé à la prestation et après des modalités pratiques qui pourraient être travaillées. Tout ça devant s'inscrire, bien sûr, encore une fois, dans une dynamique qui soit lisible, qui soit compatible avec les grands objectifs de la réforme Séraphin et qui, effectivement, puisse soutenir effectivement les personnes dans leur droit au parcours, dans leur autodétermination, etc. Voilà, donc pour répondre déjà peut-être à la question sur le lien entre le projet Séraphin et la réforme de la T2A sur le secteur sanitaire,
Et vous rassurer sur ce point peut-être. L'ensemble des travaux qui ont été menés jusqu'à présent dans le cadre du groupe technique national ont reposé sur un certain nombre de valeurs socles. Dans ces valeurs socles, des participants au groupe de travail, il y avait par exemple la volonté de ne pas proposer un modèle de financement qui vienne induire une participation financière complémentaire des personnes accompagnées ou un reste à charge pour ces personnes. Voilà, il y avait d'autres valeurs qui ont été… donc tout ça est dans le rapport sur le modèle de financement de 2019. Parmi les autres valeurs, il y avait effectivement la volonté, s'il devait y avoir une partie une partie du modèle de financement qui soit financée effectivement sur la base d'une activité réalisée, de s'assurer qu'au moins c'était réalisé dans un cadre régulé pour nous assurer de la qualité des accompagnements, que les coûts liés à ces prestations soient effectivement valorisés pour ne pas voilà, porter une difficulté en termes de réponse à l'objectif d'équité du financement, etc., et de fluidification du parcours. Mais nous sommes sur ce droit à personnaliser la prestation effectivement aujourd'hui dans une forme de paradoxe à lever, puisqu'on doit réfléchir à la fois la question du parcours. Et donc, pour réfléchir à la question du parcours, il faut effectivement qu'on travaille sur les différents segments que je vous ai présentés, le suivi de l'activité, les différents modèles de compartiments du modèle qu'on a traité jusqu'à présent. Et en même temps, ce droit personnalisé à la prestation qui vient effectivement donner à réfléchir, comme le disait M. Sovrano, à la question de l'évaluation, de la fréquence de cette évaluation, de qui évalue, de comment on s'assure que les personnes bénéficient de droits personnalisés à la prestation qui soient effectivement en relation avec leurs besoins à un moment donné, pour ne pas là aussi risquer une rupture de leur parcours. Tout ça doit être travaillé effectivement de manière très rapprochée pour nous assurer que le droit personnalisé à la prestation alimente bien nos réflexions dans ce cadre-là. Voilà, donc je suis ouvert à la discussion si vous avez des questions, des observations, et puis pour mettre en lien ma présentation avec les différentes interventions qui m'ont précédé. Merci beaucoup, Monsieur Vergnaud, pour cet éclairage sur ce chantier Séraphin Péage dont on entend parler depuis déjà plusieurs années et dont on a bien compris qu'il y avait encore des étapes à venir. Écoutez, du coup, je vois pas pour le moment de questions, donc n'hésitez pas tous les participants à réagir et à intervenir par le biais du canal questions-réponses. Est-ce que les autres conférenciers souhaitent interagir avec Monsieur Vergnaud? Moi, je peux dire un petit peu. Oui, merci d'abord de votre exposé bien intéressant parce que ça nous permet d'avoir une bonne vision de là où on en est au regard des enjeux et du chantier tel qu'il était défini. Je voudrais savoir si dans les travaux de la mission Séraphin a commencé à être intégré les options qui ont été retenues par la CNSA concernant la 5e branche de sécurité sociale. Vous savez qu'on a la branche autonomie qui était finalement une des innovations les plus lourdes qui vont nous arriver à terme. C'est une option qui a été, en tous les cas, travaillée. On a déjà un certain nombre de travaux qui ont été développés et surtout la CNSA. Madame la présidente de la CNSA, a présenté ses travaux lors de des dernières rencontres direction que j'animais fin mars, et surtout, ça a été l'objet d'un rapport au Parlement qui a été présenté le 22 mars, si je me rappelle bien, et dans lequel toute une série d'options ont été retenues, dont la hausse de la CSG sur une part mineure pour la comète du financement de cette branche, mais en particulier l'option qui a été retenue par la CNSA est celle d'une absence totale de reste à charge
pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées. Donc, je voudrais savoir si cette option fondamentale a été retenue, parce que de fait, ça va peser éventuellement sur le travail sur le financement des ESMS. Oui, pardon, je n'ai pas précisé aussi que Jeanne Grangeret était parmi nous. Elle fait aussi partie de l'équipe Séraphin et du coup sera amenée à vous répondre sur les aspects plus tarifaires s'il y avait des questions en ce sens-là. Et donc, du coup, pour vous répondre sur la 5e branche, autonomie, bien sûr, actuellement, tous les services de la CNSA sont embarqués dans cette aventure qui est la 5e branche. Et Séraphin tout particulièrement dans la mesure où effectivement l'essence même, comme vous l'avez compris, de notre réforme est de pouvoir adapter nos travaux à ces évolutions sur le champ du handicap, donc là plus généralement sur le champ de l'autonomie. Donc sur les aspects strictement tarifaires, ma réponse ne sera pas tout à fait satisfaisante parce que pour le moment, nous n'avons pas eu d'arbitrage dans le sens de l'ouverture de notre périmètre Séraphin vers d'autres acteurs quels qu'ils soient. On continue à raisonner à droit constant et à périmètre de financement constant. Mais après, régulièrement, nous, les jeux de cartes sont quand même rebattus. Par exemple, sur ce droit personnalisé à la prestation, commencent effectivement à émerger des idées nouvelles de pouvoir effectivement les envisager, y compris en dehors du strict cadre de la réforme. Enfin, voilà. Après, tout est possible. Après, il y aura des conséquences réglementaires naturellement. Et sur les aspects plus qualitatifs, cette fois-ci, via les nomenclatures, oui, on est en mesure déjà de pouvoir avoir cet outil qui n'est pas suffisant en tant que tel, mais qui permet de s'adresser, y compris à d'autres personnes vulnérables, donc à des personnes âgées dépendantes, mais aussi à des personnes qui rencontrent des difficultés spécifiques. Je pense au champ de l'addictologie, par exemple, au champ de la cohésion sociale, etc. Et non pas parce qu'on souhaite le promouvoir nous, mais parce que des pratiques existent déjà en ce sens, que du coup, on nous en tient informés et qu'on trouve ça du coup notamment d'autant plus nécessaire de proposer ce plan d'accompagnement à la structuration des nomenclatures et à leurs usages pour donner le plus de matière possible aux personnes qui souhaitent aller dans ce sens-là, dans le partage de ce langage commun autour des besoins et des prestations qui sont déjà des usages, des mots que l'on utilise dans le secteur médico-social très régulièrement, mais qui ont là, dans le cadre de la réforme Séraphin, le mérite d'avoir été définis dans un cadre très précis et qui peuvent être étendus à d'autres acteurs. Monsieur Vergnaud, j'ai une question sur les modulations tarifaires que vous avez évoquées. Il y a une question autour de la complexité des situations, c'était évoqué comme tel. Qu'entendez-vous par complexité des situations? Quels sont les indicateurs qui guident l'évaluation de cette complexité et qui vont amener du coup une modulation tarifaire? Oui, alors par complexité, c'était un mot, c'était vraiment effectivement pour avoir une vision schématique. En fait, c'est toutes les caractéristiques des personnes qui sont accompagnées et qui viennent avoir une influence sur le coût de l'accompagnement. Donc ça, c'est pour partie des éléments qui sont vérifiés actuellement dans le cadre des enquêtes qui sont menées. Mais une enquête médico-économique ne fait pas tout, bien sûr, et heureusement. Donc nous, on a du coup un traitement statistique de ces données d'un côté et une réflexion à dire d'experts de l'autre, pour justement venir traduire quelles sont ces caractéristiques qui viennent influer le coût de l'accompagnement. Par exemple, comme j'ai commencé à l'indiquer, sur l'autonomie, on rencontre quand même effectivement déjà des éléments qui sont intéressants, c'est-à-dire on peut, par le biais des études qui ont été menées, fournir un score autonomie qui permettrait, en fonction de la situation des personnes, de pouvoir allouer un budget en conséquence aux établissements qui
qui doivent effectivement accompagner des personnes qui, pour les activités de la vie quotidienne, ont besoin d'un renforcement de personnel, etc., etc. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Sur le soin, c'est aussi vrai, mais c'est encore plus, si j'ose dire, intuitif, puisque effectivement, quand on a des problématiques de santé particulières, alors on a des besoins de soins nécessairement. Sur la participation sociale, c'est moins vrai, puisqu'effectivement, jusqu'à présent, on ne rencontre pas, peut-être heureusement, de lien entre ces caractéristiques-là cliniques, souvent quand même, des personnes accompagnées, même si nous, on a essayé d'étoffer pour que ce ne soit pas uniquement lié aux déficiences et aux troubles des personnes, mais par exemple à leur environnement familial. Enfin, voilà, il y a d'autres items qui ont été l'accompagnement par l'ASE, par exemple, pour les enfants, etc., qui ont été testés. Souvent, ça reste des caractéristiques cliniques et donc, du coup, nécessairement, on trouve peu de liens avec leurs besoins en participation sociale. Mais donc, l'expérimentation 2022 va nous fournir des éléments complémentaires pour éclairer justement les travaux à dire d'experts et puis ensuite la décision politique autour de ce modèle. Merci. Peut-être une dernière question qui vient aussi des participants avant la pause. Quelle stratégie est envisagée pour rendre accessible l'offre, riche, foisonnante et répondant à divers besoins, aux personnes, car la lisibilité est déjà très complexe pour les professionnels. Quelle interface? Merci. Alors, excellente question. Nous attachons dans le cadre de la réforme Séraphin aussi à toujours faire le lien avec les systèmes d'information soit existants, soit amenés à se développer. Évidemment, il y a le système d'information tronc commun des MDPH et puis il y a ensuite le système d'information lié au suivi d'orientation, donc souvent via trajectoire. Il y a le tableau de bord de la performance qui permet aussi d'avoir cet objectif-là d'une meilleure traduction de ce que font les établissements effectivement et du coup de pouvoir avoir cette donnée-là partagée entre autorités de tarification, SMS à terme et puis MDPH. Donc, tous ces outils ont des cibles qui parfois convergent. Et nous, on devra s'attacher dans le cadre de la réforme de la tarification à faire en sorte le moins possible de créer d'outils ad hoc pour justement ne pas venir ajouter une complexité dans le suivi de l'activité, par exemple, ou dans le voilà. Après, selon les options qui seront prises, on pourra être amené malgré tout à devoir intégrer des éléments complémentaires à des outils existants. Enfin, voilà. Nous, notre préoccupation, pour vous répondre simplement, c'est effectivement encore une fois, de simplifier au maximum, même si l'exercice va aussi trouver ces limites-là, le renseignement des informations qui permettront aux ESMS de bénéficier de leur allocation, de leur dotation globale, le cas échéant, en conséquence. Après, on ne peut pas vous dire actuellement quel sera l'outil retenu, puisqu'effectivement, comme vous l'avez compris, on a encore à travailler au second semestre à la réalisation de cette grille tarifaire, à l'équation tarifaire qui émanera sans doute de nos travaux, etc. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions, Monsieur Vergnaud. On arrive à la pause de notre après-midi. On va donc s'arrêter pour un peu plus de 10 minutes, 11 minutes, pour jusqu'à 15h15. À 15h15, nous aurons donc l'intervention pour terminer cette riche journée, l'intervention de Patrick Gohet. Bon, Patrick Gohet qu'on ne présente plus, je ne vais pas lister toutes les fonctions qu'il a pu occuper au cours de ses précédents mandats. Il est actuellement président de l'ADAPT et président de la FIRA et il interviendra sur la question d'une réponse adaptée, évolutive et durable pour chaque personne handicapée, les conclusions résultant des saisines. Merci et donc à tout à l'heure, 15h15, une pause de 12 minutes.